Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et également du CAC 40. On va voir beaucoup de choses aujourd'hui et on va notamment terminer avec le fameux Commitment of Traders dont vous m'avez demandé un suivi le week-end. On va commencer d'abord par le SP500 en données journalières, comme vous pouvez le voir, nouvelle séance de progression. Progression en ce sens que on est venu confirmer la cassure de l'oblique ici descendante. On sait que c'était important parce que cette oblique descendante finalement c'est la garantie, on va dire, hein, de l'épisode Trump, celle qui nous a accompagnés pendant toute la baisse, et une baisse quand même conséquente, hein, puisque entre les plus hauts et les plus bas on a perdu 20%, donc officiellement un bear market, hein. Et on est revenu dans la foulée grignoter une partie du gap qu'on avait ouvert ici le 3 avril, c'est bien, parce que si on le comble complètement, ça sera un signal de force, il faudrait clôturer au-dessus. Entre-temps, on a ouvert un autre gap en début de semaine, c'était ici, bon, on verra, mais en tout cas, ça se présente bien. Néanmoins, les difficultés commencent maintenant sur cette première résistance claire, hein. On ne parle pas de résistance oblique, etc. C'est une résistance horizontale qui a vraiment son intérêt. Ancienne zone de support qui a été cassée, qui a théoriquement changé de polarité et qui pourrait donner du fil à retordre. À noter également, je suis obligé de le répéter à chaque vidéo quasiment parce qu'il y a des nouveaux tout le temps. Vous savez que quand il y a une tendance baissière, l'objectif c'est a priori d'aller chercher le support sur une unité de temps supérieure. Et là, on est en tendance baissière, mais on est allé chercher la zone de support sur l'unité de temps supérieure, c'est la zone jaune là. Donc on pourrait très bien qu'en tendance baissière, considérer que c'est terminé, hein. Bon, on verra, on jugera sur pièce, mais en tout cas, cette zone de résistance est intéressante à suivre, hein. J'aimerais aujourd'hui backtester avec vous quelque chose. Ça se passe sur les données hebdomadaires. Parce que sur les données hebdomadaires, il y a eu un avalement baissier. Alors, haussier, pardon. Alors, les avalements haussiers, c'est rare. C'est vraiment rare sur les données hebdomadaires parce que ça veut dire, en gros, commencer la semaine plus bas, hein, que le corps de la bougie précédente. Un avalement haussier, c'est donc un corps rouge et un corps vert. Le corps vert avale le corps rouge. Les mèches ont fait comme si elles n'existaient pas. Ok, ça, vous avez un avalement baissier, haussier ici. Pardon. Ici, vous avez également un avalement haussier. Et j'ai regardé ce qui s'est passé préalablement lorsqu'un avalement haussier en données hebdomadaires s'est produit, mais qu'on était dans une situation particulière, à savoir sous le SAR, avec un SAR baissier rouge, ici. Okay. Et j'ai regardé si on pouvait effectivement tirer des conclusions, hein, par rapport à ces situations où on a un signal haussier. Et j'ai regardé trois choses. Okay. La probabilité d'avoir une clôture au-dessus du niveau auquel on est entré. Donc, imaginons qu'on rentre maintenant à 5530, eh bien, il faudrait qu'on ait au moins une clôture hebdomadaire en plus-value. Voir si on fait également R1 et si on fait également R2, avec le stop de protection qui est mis sous le plus bas de la structure de l'avalement baissier. Okay. Je vous donne un exemple tout de suite. Là. Il y en a rarement, je l'ai déjà dit, donc il faut remonter un petit peu. Voilà, ici, vous avez un très bel exemple. Le SAR, il était baissier, on était bien en dessous. Et vous avez le signal qui a été donné ici. Alors le stop de protection, il est mis sous le plus bas de la structure. Donc la structure, ça peut être la première bougie ou la deuxième bougie le plus bas, hein, mais en tout cas ici, c'est la deuxième bougie. Donc le stop de protection, il est en touchette à 13,83 et on voit qu'au mieux, on a fait en 60, 70, etc. Donc oui, on a clôturé au moins une semaine en plus-value, ça a été le cas ici. Oui, on a fait une fois à distance au stop de protection, c'est-à-dire on a fait 14 vers le haut, et on a fait deux fois à distance stop de protection, 28, hein, c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Ici, vous avez également un succès. On est bien, alors ça se joue vraiment très souvent à un point près, hein, okay. Donc on était bien sous le SAR, le signal a été donné ici, le stop de protection, il est mis sous les plus bas à 5,04, on a fait au mieux 17, ok. Je vous montre des exemples qui n'ont pas bien fonctionné ici. Le signal a été donné sur cette bougie-là. On était bien sous le SAR. Et dès la semaine suivante, on a baissé. La semaine d'après, on a déclenché le stop de protection qui était mis sous les plus bas de la structure. Là, c'est la bougie 1. C'est ici. Donc, on a fait ni une clôture au-dessus en semaine, ni une fois, ni deux fois distance au stop de protection. OK. Et je vous montre encore des exemples où c'est peut-être un petit peu plus mitigé. Voilà ici. Le signal a été donné sur cette bougie. Le stop de protection, il est mis à 5,43. Et au mieux, on a fait 8,33. Donc, on a fait
une clôture en plus-value, c'était le cas sur la bougie suivante. On a fait une fois la distance au stop de protection, mais on n'a pas fait deux fois la distance au stop de protection avant d'être déclenché sur cette bougie. Bon, vous avez compris, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et j'ai fait le test depuis l'origine du SP500. Ça a été relativement peu d'exemples. Regardez là, il s'est passé 7 ans sans aucune occurrence. Après, je peux toujours me tromper. C'est important que vous sachiez que tout ce que je donne est donné à titre indicatif parce que je peux me tromper comme je ne sais pas coder. Je fais tout à la main, des milliers et des milliers de bougies. Et bon, forcément, il est possible et même plausible qu'il y ait des erreurs. Je donne simplement à titre indicatif. Voilà. Et voilà le résultat sur l'origine du SP500. Peut-on envisager? Je viens de constater en fait que j'ai oublié cette occurrence-là. Ok, c'était valable. Ok, donc là on aurait eu en fait un pouce vert et 2 pouces rouges. Mais ça ne jouera pas. Est-ce qu'il est envisageable, suite à la figure du jour, que l'on ait une clôture en plus-value par rapport à la clôture de la semaine qui est 5525 avant que de toucher le stop de protection mis sous le plus bas de la structure, c'est donc ici 5100. La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 25 fois depuis l'origine du CAC 40, même 26 si j'avais calculé ça, pris ça. Ça a échoué 8 fois, autrement dit 76%. Autrement dit, ça veut dire que si vous êtes en position, a priori, il n'y a pas d'urgence à sortir. Peut-on envisager de faire une fois à distance au stop de protection? Donc le stop de protection, il est mis ici à 8 à peu près, 7,6, 7,6, faire au moins 7,6. La réponse est oui, ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 13 fois, c'est-à-dire 61% des cas, 61% de succès. C'est-à-dire que si on avait parié donc 100 € par trade, on aurait gagné 20 fois 100, 2000, on aurait perdu 13 fois 100, 1300, ça fait 700. C'est un exemple. Et est-ce qu'on peut envisager de faire 2 fois à distance stop de protection, donc 7,7 fois 2, donc 15,4? La réponse n'est pas plausible. Ça a fonctionné 14 fois, ça a échoué 19 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 42% des cas. On aurait gagné 14 fois 200, 2800, on aurait perdu 19 fois 100, 1900, 2800, 1900, ça fait 900. Donc c'est plus rentable, mais bon c'est moins plausible, puisque ça fonctionne que dans 42% des cas. Bref, vous l'aurez compris, en termes d'analyse technique pure, est-ce qu'il est plausible que l'on clôture plus haut? Oui. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse R1? Oui. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse R2 avant de redescendre? Ici, non. Ok, mais bon, c'est qu'un backtest. Mais bon, dans les médias, ça a l'air pas mal cette histoire pour la suite. Ce qui nous amène donc je reviens sur mes données journalières. Je suis désolé, c'est un petit peu décousu, mais c'est aussi le problème. Là, j'en fais de plus en plus et des fois, ça manque un peu de structure parce que je vais être sûr de rien oublier. Vous l'aurez compris, il est plausible que l'on continue de monter, mais ce qui est vraiment donné hebdomadaire ne doit pas laisser sous le tapis les difficultés journalières avec notamment cette résistance. Donc ce que je verrais bien moi quand même, parce qu'on a vu que c'était souvent le cas, une petite baisse avant éventuellement un retour de la hausse pour aller faire un plus haut. On verra. Ça c'est pour le SP500. Si vous voulez regarder le Nasdaq à présent, c'est pareil, sur les données journalières, on valide complètement la cassure de cette résistance ici. 3 bougies au-dessus, bon, c'est assez encourageant. Normalement, on devrait aller provoquer un contact avec le plus haut ici, 2270, 2180. Alors c'est intéressant parce que vous voyez que l'obstacle sur lequel on va buter sur le CAC et le SP500, c'était celui-là. Ok, là. Et on est également en train de l'enfoncer sur le Nasdaq qui nous donne une sorte de coup d'avance. Bon, on l'a pas passé non plus. C'est pour ça que j'envisage que l'on fasse un petit plus bas avant de rebondir éventuellement. On verra. Là aussi, on est en structure baissière, mais sur une zone de support hebdomadaire, enfin mensuel, je sais plus, enfin de long terme, de plus long terme. Donc, on peut tout à fait invalider cette structure baissière et elle sera validée à partir du moment où on clôturera au-dessus de la structure de dos baissière ici. Donc si on clôture au-dessus, on sera en tendance neutre. Okay, on verra, on espère. Pour le CAC 40 à présent, également des choses intéressantes à dire. On est venu enfoncer ici le gap. Il reste un gap résiduel là. On a ouvert un nouveau gap. Quand il y a plein de gaps comme ça, normalement c'est une situation de latéralisation. Ok, alors c'est pas toujours le cas, mais quand vous avez beaucoup de gaps comme ça, on a tendance à venir revisiter les choses après. C'est pour ça que j'envisage là aussi qu'il y ait une pause pendant des semaines éventuellement avant d'aller véritablement trouver une direction. Rien à dire de plus, sinon que le super trend ici, il a été cassé à la hausse. J'aime bien le super trend. Ok, j'ai backtesté ça, donc ça c'est bien. J'ai pas besoin de le refaire. J'ai backtesté et c'est la fiche 220
de l'Almanach. Ok, si vous avez acquis si vous êtes membre du club des tradosoriens, vous avez ça, c'est la fiche 220 si vous voulez regarder la vidéo. Sinon les autres, voilà, ça c'est le code. Et si vous cliquez dessus, vous allez trouver la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les statistiques. Si on casse le super traîner à la hausse alors qu'on est sous la M200, comme c'est le cas actuellement, puisque à quelques points après on est sous la M200, on a 94% de chances de faire un plus haut par rapport au plus haut du jour. On a 52% des chances de faire un R1, c'est-à-dire 10 vers le haut. Donc à peu près une chance sur deux, c'est pas prédictif. Et on a 46% de chances de faire R2, donc 20% vers le haut. 46%, donc c'est pas le plus plausible, mais c'est le plus rentable parce que vous avez raison uniquement 46%, mais vous gagnez 2 fois plus que vous ne perdez quand vous avez tort à 54%. Donc si on dit qu'on a, dans notre exemple, on avait 23 succès, 27 échecs, on aurait gagné 23 fois 200, 4600, on aurait perdu 27 fois 100, 2700, 4600 moins 2700, c'est très rentable. Donc voilà, vous avez à peu près tout ce dont vous avez besoin. On va passer au trade du jour. Non, d'abord, je vais vous parler du Commitment of Traders que vous m'avez demandé. Alors, ce qui est très important, mais je le redirai au fur et à mesure pour pas trop surcharger, c'est que les cotes, les Commitment of Traders, c'est ce que font les gros, ok? Mais c'est absolument pas un outil de timing parce que c'est extrêmement décalé. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le dernier Commitment of Traders qui est sorti vendredi, c'est-à-dire il y a 2 jours, basé sur les chiffres qui ont été publiés jusqu'à mardi, donc on est déjà plusieurs jours en arrière, et sur la semaine qui a précédé. Donc clairement, là on est le 27 et vous allez avoir le comportement des gros entre le 16 et le 22, autrement dit vraiment pas mal de jours en arrière. Donc si on regarde le SP500 qui est là et qu'on va analyser, en gros, on va voir comment ont réagi les gros, les fonds de pension et les hedge funds entre le 16 et le 22. C'est-à-dire entre cette date-là, ici, et cette date-là, le 22. Là. Ok. Donc c'est vraiment un outil de psychologie, c'est vraiment un outil de sentiment, comme on dit, mais c'est pas un outil de timing. C'est très important que vous compreniez ça. Ok. Donc je vais vous montrer comment je fais. Bon, ce que je fais n'a absolument rien de spécial. Hein. C'est comme ça qu'on lit les cotes en général. Donc vous allez sur le site CFTC, cftc.gov ici. Vous allez dans Market Data, vous allez dans Commitment of Traders. Et vous allez dans Financial, Long Format. Et voilà, on est ici. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le SP500 pour débuter. Et voilà ce qui s'est passé. C'est ici. Je vais dessiner des petites flèches pour que vous compreniez bien ce qui nous intéresse. Alors voilà ce qu'on a pour les institutionnels, les grands spéculateurs. Pour les gérants de fonds, c'est ici. Et pour les fonds de pension, c'est pour les fonds de pension et pour les hedge funds, c'est là. Donc pour les gérants de fonds et les fonds de pension, donc, ils ont augmenté les longs de 29 000 contrats. Et ils ont augmenté les shorts de 27 000 contrats. Donc globalement, ça va dans le sens de l'indécision. Ils augmentent les deux. Mais ils ont quand même plus augmenté en proportion les shorts que les longs, puisqu'ils ont ajouté 27 000 contrats par rapport à 304 000 contrats shorts qu'ils avaient déjà. Et ils n'ont augmenté que de 29 000 contrats, les contrats longs, alors qu'ils en avaient déjà 1 100 000. Donc on va dire qu'on sent un sentiment quand même assez prudent. Ils couvrent leur position short. Hein. Ils couvrent leur position longue en achetant beaucoup de shorts, ils ne sont pas rassurés. Par contre, les hedge funds, eux, quand ils avaient 169 000 contrats longs et 420 000 contrats short. Ils étaient plutôt baissiers sur le SP500 et ils ont rajouté 30 000 positions short et ils ont ajouté uniquement 10 000 positions longues. Donc, il y a quand même un sentiment baissier, hein, à la fois pour les fonds de pension et pour les hedge funds. Bref, ils s'apprêtent, hein, à une nouvelle attaque. Par contre, si on regarde le Nasdaq, c'est autre chose. Vous allez comprendre pourquoi. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, ici. Donc, je vais prendre une photo. Voilà. Et regardez la différence. Concernant les fonds de pension, ils ont baissé les longs
et ils ont monté les shorts. Les fonds de pension sont clairement préparés à une baisse, hein, parce qu'ils sont moins longs et plus short. Et il faut savoir qu'ils sont plutôt long terme, ok? Donc ils sont armés pour une nouvelle attaque. Alors que les hedge funds, eux, ils ont augmenté les longs et ils ont baissé les shorts. Autrement dit, eux, à plus court terme, sont haussiers sur le Nasdaq puisqu'ils ont augmenté leur position haussière et ils ont couvert leurs shorts. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire qu'au niveau du sentiment global qu'on peut avoir du Commitment of Traders, sur la base de ce qui a été donné sur ce petit laps de temps, c'est une séance une petite semaine de baisse, hein. Les gérants de fonds sont plutôt neutres mais prudents, les hedge funds également. Par contre, sur le Nasdaq, ils ont un sentiment contradictoire entre le 16 et le 22 sur cette zone-là. On a vu, hein, les gérants de fonds étaient plutôt neutres, alors que les hedge funds étaient haussiers, on l'a vu, et ils ont eu raison. Et ils sont beaucoup plus court terme. Okay, bon, malheureusement, il faudrait voir ce qu'ils ont fait maintenant, mais ça, on saura que vendredi prochain, voir s'ils ont allégé leur position, au contraire augmenté leur position. C'est encore une fois uniquement un outil de sentiment, okay, et rien d'autre. On va passer au trade. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Naturellement. Donc, alors oui, petit coup de pub, naturellement, si vous voulez savoir comment j'utilise les codes, ça fait partie des modules que vous retrouverez dans le club des Tradosauriens. Si vous voulez nous rejoindre, hein, je vous mets à la fin une diapositive à la fin de cette vidéo pour en savoir davantage sur le club des Tradosauriens. Donc, si vous êtes aussi sur le Nasdaq, ben, vous pouvez acheter tout naturellement, hein. L'idée, c'est de parier sur le fait qu'on a quasiment fait les plus bas, je dirais. Alors, c'est difficile. Si vous êtes haussier, vous pouvez dire, OK, j'achète maintenant. On va retourner sur les plus hauts. On a perdu 20%, c'est bon. Stop de protection large. C'est une possibilité. Si vous êtes agressif, vous pouvez le mettre simplement sous le gap, ici. Si vous êtes baissier, je pense qu'une première façon d'entrer, c'est là. Dire, OK, on va attendre que ça monte, je spécule à la baisse, je mets un stop de protection large, comme ça, pour éviter de me faire déclencher par une attaque vicieuse une mèche, de se faire bêcher. Pour le SP500, c'est exactement pareil. Je pense que l'idée de trade est identique, à savoir, je pense que ce qu'il faut faire, c'est imaginer que la baisse soit terminée, vous pariez sur un nouveau record, stop de protection large, ou alors stop de protection serré sous le gap. Si vous êtes plutôt baissier, là pareil, je pense qu'il faut attendre que ça monte. Alors soit vous imaginez qu'on va être bloqué ici, soit vous imaginez qu'on va être bloqué là. Dans les deux cas, vous mettez un stop de protection serré ou plutôt large. Ça aurait ma préférence. Éventuellement, vous pouvez attendre que ça monte un petit peu pour être plus proche du stop, spéculer à la baisse et puis espérer que ça ira dans votre sens. Voilà. Et si vous avez également le trade du super trend et de avalement aussi, hein, que j'ai oublié de mentionner, si vous voulez des stops de protection plus backtestés, on va dire. Et là, pour le CAC 40, je dirais que, bon, vous pouvez trader l'histoire du super trend, on l'a vu. Okay. Si vous êtes aussi également, si vous voulez faire un peu plus de discrétionnaire, vous pouvez parier sur... alors, soit vous pariez sur une hausse sur la prochaine résistance, ici, stop de protection serré, très serré ou un peu moins serré. Si vous voulez jouer un retour sur les sommets, stop de protection plus large peut-être. Et si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez un bon point d'entrée ici à mon avis, okay, avec un stop de protection au-dessus et un retour sur les plus bas. Ça dépend de la vision que vous faites, hein, des fondamentaux. Vous pouvez également vous aider des cotes, hein. Et quant à moi, désolé, c'est vraiment crade. Quant à moi, je change rien, surtout qu'on a vu que le backtest du super trend m'a incité à rester encore un peu. Je suis rentré là. C'est marrant, vraiment, c'est le même. Enfin, ça rien de marrant, c'est puisque c'est classique comme trade, mais je suis rentré vraiment quasiment au même niveau qu'avant. Là. Et puis je prendrai peut-être, si on a la chance d'y aller, des partiels ici, des profits partiels, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas. Je m'attends à ce que ça baisse et que ça reparte vers le haut après. On verra. Excellente journée, vous avez la vidéo sur l'accumulation rationnelle avec des ETF gagnés en bourse à long terme, c'est en ligne. Vous avez la vidéo sur l'or, record, c'est en ligne. Demain, préparation de la semaine de trading et l'analyse des cryptos, il redémarre, le Bitcoin est repassé au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. Merci pour votre fidélité
Et n'oubliez pas qu'il y a un bouton x2 pour regarder les vidéos plus vite parce qu'elles sont de plus en plus longues, hein.